Je suis rentrée à la maison avec une odeur de cambouis. Mes pieds étaient tellement gonflés que j'ai dû enlever mes chaussures. Et la première chose que mon fils m'a dite, c'est « Tu peux baisser le volume ?» On essaie de se détendre. C'est là que j'ai compris qu'ils ne me voyaient plus. Ni comme leur mère, ni comme une personne, juste comme un bruit de fond qu'ils ne voulaient pas trop fort. Je ne lui ai pas répondu. J'ai juste regardé le sol où j'avais frotté une tache de jus de raisin le matin même, puis le papier dans mon sac. Ma fiche de paie du service de nuit chez KFC. Pas grand-chose, mais assez pour ce que j'avais à faire. Je suis allée au lavabo, je me suis rincé les mains, j'ai pris la fiche et je suis allée directement dans ma chambre sans un mot. Les lumières du couloir étaient éteintes. J'entendais la télé dans le salon. Les rires de l'émission qu'il regardait. Elle aimait ses concours de talent. Ma belle-fille hurlait toujours devant l'écran comme si elle était un juge. Je suis passée devant le panier à linge rempli de leurs vêtements et je ne me suis pas arrêtée. Je n'allais rien plier ce soir. Pas après ça. Dans ma chambre, qui servait de salle à manger avant qu'ils ne prennent les chambres, je me suis assise au bord du lit pliant. J'avais mal au bras. La chemise d'uniforme me collait au dos. J'ai regardé autour de moi, vers cet espace censé être temporaire. Juste le temps qu'ils se remettent sur pied, disait-il. C'était il y a 8 ans. Je me souviens du jour où ils ont emménagé. Brian avait perdu son emploi et Tania était enceinte de leur deuxième enfant. Je n'ai même pas hésité. Bien sûr que tu resteras ici, avais-je dit. La famille reste unie. J'ai fait mes cartons pour que les enfants aient plus d'espace, j'ai renoncé à ma télé, j'ai modifié mes horaires pour être présente pour le bébé, et maintenant, j'étais une nuisance avec mes pieds endoloris et une odeur qu'ils ne voulaient pas près de leur canapé. J'ai attrapé le tiroir où je rangeais le courrier, j'ai sorti les vieux papiers du prêt immobilier, les factures, les relevés bancaires. Tout était encore à mon nom parce que la maison était à moi. Payée par des décennies de nuits, d'heures supplémentaires, de doigts brûlés et d'anniversaires manqués. Et pourtant, à un moment donné, ils avaient commencé à se comporter comme si j'étais l'invité. J'entendis à nouveau des rires dans le salon, la voix de Brian. Celle de Tania aussi. Personne ne me demanda si je voulais dîner. Non pas que j'aie la force de manger. Ma pause dîner avait consisté en un paquet de crackers et une demi-aile de poulet que je n'avais pas vendu. Je m'adossai au lit, une main posée sur le plateau. Ce n'était pas seulement ce soir. C'était tous les soirs. Les portes claquées, les yeux levés au ciel, les plaintes sur la façon dont je pliais mal les serviettes. Tania m'avait dit un jour que je devrais arrêter de m'habiller comme une concierge en rentrant. Je n'avais pas dit un mot non plus, mais le lendemain matin, je parlerai doucement au cabinet de l'avocat, non pas avec ma voix, mais avec ma signature. Le jour de leur emménagement, je me souviens que Tania portait une robe de maternité jaune et une expression renfrognée, comme si ma maison la décevait déjà. Brian apportait une boîte étiquetée « Important », et la première chose qu'il fit fut de demander où étaient les prises pour pouvoir brancher leur routeur Wi-Fi. En attendant qu'on trouve quelque chose, dit-il en m'embrassant sur la joue. Dans quelques mois maximum. Je le croyais. C'était mon fils unique. Je l'avais élevé après la mort de son père en 1989. J'avais cumulé 2 emplois et pris des heures sub dès qu'on en avait l'occasion. Autrefois, c'était un garçon adorable, timide, qui adorait les puzzles et qui se blottissait dans mon lit pendant les orages pour me poser des questions sur les étoiles. Maintenant, il avait 35 ans, était sans emploi et débordait de fierté. J'avais aménagé la salle à manger pour eux, pensant que ce serait temporaire. Mais Tania n'aimait pas ça. Il n'y a pas d'intimité, disait-elle. Alors, j'ai déménagé, abandonné ma chambre et pris le vieux lit à barreaux à l'avant de la maison. Ils appelaient ça s'adapter. Moi, j'appelais ça disparaître. Au début, ça ne me dérangeait pas.
J'aimais avoir les enfants près de moi. Leur aînée, Ava, commençait tout juste la maternelle. Elle adorait s'asseoir sur mes genoux, caressant mes cheveux clairsemés de ses petits doigts. Je préparais les dîners, faisais la lessive, faisais les courses pendant que Tania faisait la sieste ou cherchait du travail. Mais les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. J'ai recommencé à travailler le soir chez KFC. Quelques-uns au début, puis plus. Les factures grimpaient. L'électricité, l'eau, la nourriture. Tania aimait les produits de marque. Brian aimait les abonnements de streaming. Ils ne m'ont pas demandé si j'en avais les moyens. Je n'ai pas dit que je ne pouvais pas. Ce premier Noël, j'ai acheté des cadeaux pour tout le monde. Brian m'a offert une tasse avec l'inscription « Mec, grand-mère », toujours avec l'autocollant. Tania ne m'a rien donné. Pas même un merci. On s'est dit que les cadeaux venaient de nous tous, m'a dit Brian. Quand le bébé est arrivé, j'ai pris des congés pour l'aider. Je la berçais la nuit pour que Tania puisse dormir. J'ai payé le berceau, les couches, et même le coussin chauffant. Je me souviens que Tania disait, « Ce n'est pas comme si tu avais autre chose à dépenser. » Comme si mon argent traînait là, attendant que ses besoins le justifient. Les mois sont devenus des années. Ils se sont installés, ont apporté d'autres meubles, ont réaménagé le salon sans demander l'avis de quelqu'un. Brian a mis son nom sur la boîte aux lettres. Tania a dit aux voisins qu'elle logeait chez sa belle-mère jusqu'à ce que leur appartement soit prêt, mais personne n'a jamais regardé. Mes matins tranquilles, ma radio tard le soir, l'odeur du cirage au citron le dimanche me manquait. Maintenant, il y avait toujours du bruit, toujours des plaintes. Un jour, j'ai entendu Tania murmurer. Elle est toujours dans ton chemin, comme un chat errant dont on ne peut se débarrasser. Et Brian, lui, il n'a rien dit. Mais je cuisinais toujours, je pliais toujours les serviettes, je souriais toujours quand Ava me serrait dans ses bras, parce que je pensais que c'était ça l'amour. Silencieux, patient, inconditionnel. Je ne réalisais pas encore, qu'ils avaient pris mon silence pour une permission. L'odeur me suivait jusque chez moi tous les soirs. Huile de friture, vieux poulet, eau de javel. Peu importe le nombre de douches que je prenais, la quantité de spray à la lavande que j'utilisais, ça me collait à la peau comme un surnom. Parfois, je m'arrêtais juste devant la porte d'entrée, je respirais l'air de la nuit et j'essayais de me convaincre que tout allait bien, que c'était normal. À l'intérieur, la maison était toujours chaude et bondée. Des jouets éparpillés sur le sol. Les chaussures de Tania près du canapé. Le casque de jeu de Brian drapé sur le fauteuil où je m'asseyais. Ils avaient envahi tous les recoins, la cuisine, le placard du couloir, même ma bibliothèque. Mes affaires ont lentement été déplacées vers le garage. Sans importance, hors de vue. Je marchais sur la pointe des pieds après mon service, en prenant soin de ne réveiller personne. Un soir, j'ai heurté la chaise de la cuisine et elle a raclé le sol. Tania est sortie de la chambre en peignoir, le visage tordu comme si j'avais gâché sa soirée. « Tu pourrais faire moins de bruit », a-t-elle sifflé. Certains d'entre nous se lèvent tôt. J'ai failli rire. Elle n'avait pas travaillé depuis des années. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Je fixais le plafond et comptais mes heures de travail de la semaine. 36, que des quarts de soir. Toutes passées à essuyer les comptoirs, à remplir les sauces, à emballer les commandes avec le sourire, tandis que les adolescents aboyaient leurs plaintes et que les responsables me rôdaient derrière moi en me disant « Accélère le rythme, Géraldine ». Je ne leur avais pas dit à la maison combien de quarts j'avais pris. À quoi bon? Ils ne m'avaient jamais posé la question. Tania m'a dit un jour « Tu devrais être contente d'avoir quelque chose à faire à ton âge ». La plupart des femmes se contentent de croupir devant la télé. Elle m'a raconté que, pendant que je portais 4 sacs de courses, elle avait demandé du lait d'avoine, des gaufres sans gluten, des gourdes de fruits bio pour les enfants. J'avais utilisé des coupons de réduction, remis la pommade pour mon arthrite pour me le permettre, et pourtant, je l'avais ramenée à la maison avec le sourire. Un soir, je suis rentrée tard, après 22 heures. J'avais les bras endoloris par les moines, et ils étaient tous sur le canapé à regarder un spectacle, à rire, à grignoter. Les lumières étaient tamisées. Ma couverture préférée, celle que j'utilisais depuis des années, était sous le chien. Le petit chien de Tania, qui n'était pas propre. Brian leva brièvement les yeux et dit « Oh, tiens !»
Puis il se retourna vers l'écran. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, mon sac à main à la main, ma boîte à lunch encore pleine. Je n'avais pas mangé. On était débordés ce soir-là et on a sauté les pauses. J'avais l'impression que quelqu'un avait pris une batte. Je me suis éclairci la gorge. Je crois que les éviers étaient encore bouchés. Tania n'a même pas levé les yeux. Ça peut attendre demain matin? On essaie de se détendre, ajouta Brian. Et peut-être laver ton uniforme avant de rentrer la prochaine fois. Ça sent fort. L'odeur. J'avais envie de crier. C'est ton dîner. C'est ton électricité. C'est ton toit. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté planté là, tenant mon sac à main et ma dignité comme un bouclier, et j'ai hoché la tête. Plus tard dans la soirée, j'ai lavé mon uniforme à la main dans l'évier du garage. J'avais mal aux doigts à cause de l'eau froide. Je ne voulais pas faire tourner la machine à laver. Elle faisait trop de bruit. Dieu me garde de les déranger. Pendant que la chemise trempait, je me suis assise sur un vieux seau de peinture et j'ai regardé autour de moi. Des cartons remplis de leurs affaires s'alignaient sur les étagères. Des décorations, des vêtements de bébé, la robe de mariée de Tania dans un sac de pressing, mes affaires, une petite caisse dans un coin, de vieux albums photos, la Bible de ma mère, quelques lettres d'Harold écrites au début de notre mariage. J'ai pris la Bible et l'ai ouverte au hasard. Un verset m'a interpellé. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Je ne croyais pas aux signes, pas vraiment. Mais ces mots se sont ancrés dans ma mémoire. J'avais tout donné, mon temps, mon argent, ma patience, et reçu quelques miettes de politesse en retour. Et maintenant, même mon odeur les offensait. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas mis de réveil. Je ne me suis pas levé tôt pour préparer leur petit déjeuner ni le déjeuner des enfants. J'ai dormi. Et à mon réveil, j'ai appelé l'avocat. Vous êtes trop indulgent avec eux, a dit Loretta en sirotant son thé comme une arme. C'était ma voisine pendant plus de 20 ans. Elle habitait encore à 2 rues d'ici et elle n'a jamais mâché ses mots. Si je laissais ma fille me parler comme la vôtre, je serais déjà à terre de honte ou d'un AVC. Nous nous sommes assis sur sa véranda ce samedi après-midi, le genre de véranda où le soleil vous chauffe le cuir chevelu et où les ombres restent nettes. J'étais passée après avoir fait les courses. Juste une excuse pour ne pas rentrer, pour ne pas porter les sacs dans une maison où personne ne les a aidés à les décharger. Ils traversent juste une période difficile, ai-je dit, comme toujours. Mais même moi, je n'y croyais plus. Loretta haussa les sourcils, comme toujours quand je me mentais à moi-même. 8 ans, c'est long et difficile, dit-elle. Je fixai sa table en osier blanc, le bol de raisin qu'elle avait disposé entre nous. Tout chez elle lui appartenait encore, son rythme, ses règles. Elle ne se laissait plus marcher dessus, prendre de la place et appeler ça de l'aide. Je ne veux pas faire de scène, dis-je doucement. Ils ont les enfants. Ils n'ont nulle part où aller. Loretta se pencha vers moi. Chérie, tu crois les protéger, mais en réalité tu les laisses t'enterrer vivantes, centimètre par centimètre. Cela me fit taire, car au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. J'avais excusé, expliqué, absorbé, pas protégé, effacé. J'ai appelé un avocat, dis-je à peine plus aucun murmure. Loretta cligna des yeux. Tu l'as fait juste pour poser des questions sur les droits, la propriété. Rien de plus pour l'instant. Elle posa son thé et me regarda droit dans les yeux. Bien. Ce soir-là, en rentrant, j'ai trouvé la cuisine saccagée. De la sauce éclaboussée sur la cuisinière, des briques de jus vides sur le plan de travail, mon saladier dans l'évier, couvert de pâte à crêpes, et un mot collé au frigo. Maman, peux-tu faire le ménage avant que les amis d'Ava viennent demain? Merci. Pas de nom, pas de s'il te plaît, juste des commandes. Je suis restée là un long moment, les sacs de courses encore dans les mains. Mes épaules étaient lourdes, non seulement de poids, mais aussi d'années. Je suis allée dans ma chambre, me suis assise sur le lit de camp et ai fixé le plafond. Personne n'a frappé. Personne n'a demandé si j'avais besoin d'aide. Personne n'a même remarqué ma présence. Dans le silence, je me suis souvenu d'une chose qu'Harold m'avait dite un jour, quand nous venions d'emménager. Je frottais le carrelage de la salle de bain alors que j'étais enceinte de Brian. Il est entré, m'a pris l'éponge des mains et m'a dit « Cette maison, ce ne sont pas que des murs, Jerry. Ce sont tes os. Ne laisse jamais personne te la prendre. » Je l'avais oublié jusqu'à maintenant. Le lendemain matin, je suis allée en ville et j'ai rencontré Monsieur Lavigne, un homme calme et chauve à la voix douce. Il m'a offert un café. J'ai décliné. J'ai besoin de savoir comment me protéger,
ai-je dit en lui étalant les factures de loyer et de services publics. Mon nom est surtout, mais ils vivent là comme si c'était le leur. Il m'a écouté, posé des questions, pris des notes. Vous êtes en droit de leur demander de partir, a-t-il dit. Vous êtes l'unique propriétaire du bien. Ils n'ont aucun droit légal. Et s'ils refusent, j'ai demandé, on peut lancer une procédure d'expulsion officielle. Cela prendra du temps, quelques avis, quelques formalités, mais c'est faisable, et je m'occuperai de tout. Je suis restée assise là, tenant mon sac à main sur mes genoux comme une bouée de sauvetage. Je ne fais pas ça par colère, ai-je dit doucement. Monsieur Lavigne a souri doucement. La plupart des gens ne le font pas. La plupart le font parce qu'on les a poussés trop loin pendant trop longtemps. Il m'a tendu un dossier. À l'intérieur, il y avait des options, des étapes, des conseils d'autonomisation, sous forme imprimée. Je l'ai emporté chez moi et je l'ai glissé sous mon oreiller. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans douleur à la poitrine. L'aile de poulet m'a frappé la poitrine avec un claquement humide. Froide, panée, tout droit sortie d'une assiette que quelqu'un n'avait pas pris la peine de finir. J'ai baissé les yeux, une tache de sauce maculait mon uniforme fraîchement lavé, puis je l'ai relevé. Mason, mon petit-fils, 8 ans et assez grand pour savoir ce qu'il en est, souriait comme s'il avait fait quelque chose d'intelligent. Oups, a-t-il dit. Ava a rigolé derrière son téléphone. Il visait le chien. Le chien a aboyé une fois et s'est précipité sous la table. Tania n'a même pas détourné le regard de son ordinateur portable. Mason, a-t-elle dit d'un air absent, ne jette pas de nourriture. C'est du gaspillage. C'était tout. Aucune excuse, aucun signe de reconnaissance. Je restais là, plateau à la main, venant d'apporter le dîner pour tout le monde. Poulet rôti, purée de pommes de terre, haricots verts. Personne ne m'avait aidé. Personne ne m'avait remercié. J'ai posé lentement le plateau sur le comptoir, pris une serviette en papier et tamponné la tâche. Ça avait déjà commencé à prendre. Graisse et sauce tomate. Super. Brian entra, puis eut mal l'air. Il y avait une odeur bizarre. Je ne répondis pas. J'aurais voulu lui dire que c'était le comportement de son fils, que ce qui puait, ce n'était pas le dîner, mais le sentiment d'avoir droit à quelque chose, mais je continuais à tamponner la tâche. Ça va, maman? Demanda-t-il en me jetant à peine un coup d'œil. J'acquiesçai. Parce qu'en vérité, j'avais dépassé le stade du mal-être. J'étais autre chose. Engourdi, peut-être. Ou peut-être avais-je enfin atteint le mur que j'avais mis 8 ans à affronter. Ce soir-là, j'ai retiré l'uniforme dans le garage, je l'ai lavé en silence. J'avais des crampes aux doigts en l'essorant. J'ai repensé à ce que monsieur Lavigne avait dit, à savoir que la procédure commencerait par une lettre, une mise en demeure, 30 jours. On aurait dit un compte à rebours vers la liberté. Le lendemain, je passai au tribunal, récupérai des formulaires, en fis des photocopies. C'était étrange, comme si je portais un secret acerbe, caché sous mon pull. Après, au supermarché, je n'ai pas acheté de lait d'avoine ni de fruits en sachet, juste des sachets de thé et des oranges. En rentrant, Tania était sur le canapé, en pyjama, en train de manger de la glace dans le pot. « On n'a plus de bon café, » dit-elle sans lever les yeux. « Tu pourrais en prendre demain. » Je suis passé devant elle sans un mot. Dans la chambre, j'ai rouvert le dossier, scruté les termes. Avis de départ, occupant légal, non-respect des obligations. Les mots étaient crus, impitoyables, comme si j'avais dû devenir quelqu'un d'autre pour les signer. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner rien que pour moi. Un bol de soupe tranquille. Je l'ai mangé dans ma chambre, porte close. Les rires du salon me semblaient lointains, comme s'ils se déroulaient dans une maison à laquelle je n'appartenais plus. À un moment donné, Mason a frappé. « Grand-mère, je peux avoir une glace. »« Il faudra demander à ta mère, » ai-je dit. Il avait l'air perplexe. « Mais toi, toujours. »« Plus maintenant. » Il a cligné des yeux comme si j'avais dit quelque chose dans une autre langue, puis s'est retourné et a couru. Ava est entrée plus tard, indignée. « Pourquoi l'as-tu contrariée ?» Je l'ai regardée, cette fille que je berçais pour l'endormir, dont la petite main s'était autrefois accrochée à la mienne comme si j'étais son monde, et je n'ai rien dit. J'ai juste fermé la porte. Pour la première fois depuis qu'ils ont emménagé, j'ai mis la serrure. Le lendemain matin, j'ai posté la lettre de démission. En recommandé avec accusé de réception. À mon retour, Brian arpentait le jardin, le téléphone à l'oreille. « Je te dis,
Mec, elle se comporte bizarrement ces derniers temps. Peut-être qu'elle souffre de démence ou quelque chose comme ça. Je suis passé devant lui. Il ne m'a pas regardé, et je me suis dit, tu vas voir à quel point j'ai l'esprit clair. Le restaurant bourdonnait comme une ruche, les casques grésillaient, les minuteurs sonnaient, la friteuse crachait de l'huile comme si elle avait quelque chose à dire. J'avançais en mode pilote automatique, fermant les sacs, donnant des ordres, souriant juste assez pour passer. Mon corps me faisait mal à des endroits que je ne repérais plus. Épaules, genoux, poignets. À présent, il était plus simple de compter ce qui ne me faisait pas mal. Géraldine, ça va? Marcus, l'un des nouveaux embauchés, à peine 20 ans, s'appuya sur le comptoir à côté de moi pendant un lent étirement. Tu as été silencieuse aujourd'hui. Je m'essuyai les mains sur mon tablier et hochai la tête. Je réfléchissais. Il siffla doucement. Bon sang, je ne sais pas comment tu fais. J'ai les pieds qui me font mal, et ce n'est que mon 3e service. On s'y habitue, dis-je, même si ce n'était pas tout à fait vrai. On ne s'y est pas habitué. On a juste arrêté de se plaindre. De toute façon, il n'y avait personne pour l'entendre. Néanmoins, dit-il en me regardant comme si j'étais une sorte de guerrier ancestral. Tu ne devrais pas avoir à travailler aussi dur. J'ai souri faiblement. La vie ne te demande pas ce que tu devrais ou ne devrais pas faire. Il vous tend juste un plateau et vous dit « Continuez ». Il rit. C'est profond, mademoiselle Géry. Je ne me sentais pas profond. J'avais l'impression que mon dos était en métal rouillé et que quelqu'un m'avait laissé tomber une boule de bowling sur les chevilles. Mais je suis resté debout, car rester debout signifiait que je n'étais pas allongé quelque part. Oublié. Pendant la pause, je me suis assis seul dans l'arrière-salle. Tout le monde consultait son téléphone ou se plaignait des clients. J'ai mangé mon sandwich tranquillement, relisant l'email de confirmation de la poste. L'avis d'expulsion avait été reçu. 30 jours, 29 maintenant. J'aurais dû ressentir quelque chose de grand, du triomphe, de la peur, du doute. Mais surtout, je me sentais calme. Un calme étrange, inconnu, comme si j'avais enfin arrêté de faire du surplace et décidé de nager vers quelque chose, même si je ne savais pas quoi. La nuit s'est poursuivie. Les commandes continuaient d'affluer. À un moment, quelqu'un a renversé un plateau de boisson, et je me suis penché pour aider à éponger. Mes genoux ont craqué bruyamment. Marcus a grimacé. Ce bruit vient de toi. Ne fais pas l'étonnement, dis-je en riant. Il sourit, puis hésita. Dis-moi, je peux te demander quelque chose de personnel. Je levai les yeux. Tu as des enfants? La question était plus dure que prévu. Oui, répondis-je simplement. Il hocha la tête comme s'il avait deviné. Ils t'aident pour des trucs. Je me redressai lentement. Non, ils vivent avec moi. Je les aide. Il cligna des yeux. Oh, c'est cool, je suppose. Cool. Je ne l'ai pas corrigé. Il n'a pas dit qu'ils avaient pris tout ce que j'avais proposé et oublié de dire merci. Il n'a pas dit que je faisais ce service pour qu'ils puissent regarder Netflix avec mon électricité et dormir dans des lits que j'avais abandonnés pour eux. J'ai juste dit oui et je suis retourné essuyer le comptoir. À l'heure de la fermeture, j'étais épuisé jusqu'à la moelle. Le gérant a proposé de me raccompagner à ma voiture. J'ai refusé. Ma voiture n'était pas là. J'avais repris le bus. Trop cher pour continuer à faire le plein d'essence quand Tania a refusé de participer. L'air de la nuit m'a frappé comme une éclaboussure. Fraîche, vive, honnête. Je suis resté à l'arrêt de bus et j'ai regardé mes mains. Les mêmes mains qui avaient tenu Brian quand il était malade. Tresser les cheveux d'Ava. Rouler la pâte pour le crumble aux pêches préféré de Tania. Maintenant, elle tremblait légèrement à cause de la longue journée de travail, mais pas de faiblesse, mais de décision. En rentrant, la lumière du Porsche était de nouveau éteinte. J'ai tâtonné avec mes clés. Dans le noir, j'ai enjambé un scooter dans l'allée. À l'intérieur, le silence régnait. Le genre de silence qui ne demande pas où l'on est allé. Personne ne bougeait. Je suis passé devant le salon et j'ai vu le désordre. Des canettes de soda vides, des chaussettes par terre, l'assiette graisseuse de quelqu'un sur la table basse. Je ne l'ai pas nettoyée. Je suis allé dans ma chambre. J'ai sorti le dossier de sous l'oreiller et j'ai commencé à remplir les formulaires suivants que Monsieur Lavigne m'avait donnés. Le compte à rebours avait commencé, et je ne reculais pas. La salle d'attente de Lavigne Marche était petite, silencieuse et sentait légèrement le cirage au citron. J'étais assise sur une chaise grise et rigide,
les mains jointes sur les genoux, des papiers soigneusement empilés dans mon sac à main. En face de moi, un homme en costume bleu consultait son téléphone, inconscient. Je me demandais s'il pouvait deviner qu'aujourd'hui était différent pour moi, que ce n'était pas une simple course de plus, que c'était la première vraie étape. Monsieur Levine m'a appelé à 10 heures précises. Son bureau était bien rangé, rempli de livres qui semblaient avoir été touchés, pas seulement pour la forme. Il m'a accueilli chaleureusement, m'a indiqué la chaise en face de son bureau et a attendu que je sois installée. « Tu es prête à commencer ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il a ouvert un dossier portant mon nom. Nous avons reçu un accusé de réception du préavis de 30 jours. Le temps presse. J'ai expiré lentement. Et s'ils ne partent pas, alors on dépose une demande d'expulsion officielle, a-t-il dit. Calme, professionnel. Ça peut prendre encore quelques semaines, peut-être un mois, mais la loi est de ton côté. J'ai regardé mes mains, la peau plus fine maintenant, les veines comme des lits de rivière. Je n'ai jamais rien fait de tel, je n'ai jamais rien pris à personne. Tu ne prends pas, a-t-il dit. Tu récupères. Je n'ai pas répondu. Non pas que je n'étais pas d'accord. Si, mais parce que l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre l'a rendu réel. Il m'a expliqué les étapes suivantes, les documents, les signatures notariées, le calendrier de dépôt au tribunal. J'ai hoché la tête, pris des notes, signé là où c'était nécessaire. À la fin de la réunion, il s'est adossé à sa chaise. Tu es sûr que ça te va? Je l'ai regardé dans les yeux. Non, mais je vais mieux que je ne l'ai été depuis des années. Quand je suis rentrée cet après-midi-là, la maison était vide. Tania avait emmené les enfants dans un endroit. Une aire de jeu intérieure, à en juger par le mot sur le comptoir. Brian était probablement en train de bosser, ce qui signifiait généralement jouer aux cartes avec ses amis. Je me suis fait du thé, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert le dossier. Tout était en place. Le fondement juridique d'une décision que j'avais prise en silence. Debout devant une friteuse, je me demandais quand exactement ma voix avait cessé d'avoir de l'importance. Je n'ai pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir, mais j'ai entendu la voix de Brian peu après. Il riait au téléphone, parlant fort en entrant. Ouais, elle est sortie, je crois. Probablement partie acheter de la soupe. Tu sais comment elle est. Il est entré dans la cuisine et s'est figé en me voyant. Oh, salut, maman, a-t-il dit en glissant le téléphone dans sa poche. Tu ne savais pas que tu étais rentrée? J'avais rendez-vous, ai-je dit. Docteur. Non. Il a attendu, mais je n'ai pas donné plus d'explications. J'ai juste siroté mon thé et je l'ai regardé. Quelque chose dans mon immobilité a dû le perturber. Il s'est gratté la nuque. Ça va? Je vais bien. Un silence. Puis, écoute, si c'est à cause de la vaisselle ou quoi que ce soit, j'allais. Ce n'est pas le cas. Il se tenait là, se balançant comme un enfant, encore pris en flagrant délit. Tu es en colère pour quelque chose. J'ai haussé un sourcil. De quoi serais-je en colère? Il a haussé les épaules, mais n'a pas répondu. Je me suis levée, j'ai pris le dossier et je suis allée dans ma chambre. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai pas élevé la voix, mais je savais qu'ils commenceraient à se poser des questions. Ils le feraient tous. Et se poser des questions était le premier pas vers la réalisation. Ce soir-là, une fois tous couchés, je suis sortie sur le porche. L'air était chaud, les étoiles perçantes. Je me suis assise dans le vieux rocking chair d'Harold et j'ai regardé dans le noir. La maison était encore derrière moi pour l'instant, mais pas pour longtemps. J'ai commencé par la facture de gaz. Elle était toujours à mon nom, bien sûr. Tous les services, tous les services. Je n'y avais jamais rien changé. Même quand Brian avait proposé sans conviction de prendre une part du travail. En vérité, il ne voulait pas de cette responsabilité. Il voulait juste faire semblant qu'ils y contribuaient. Je me suis connectée au compte et j'ai changé le mot de passe, puis l'électricité, puis l'eau. Chaque clic me donnait l'impression de couper un fil qui me tenait autrefois en laisse. Non pas par dépit, mais par souci de clarté. Le dernier clic était le Wi-Fi, la bouée de sauvetage de Tania. J'ai vu l'historique des streamings, des heures d'émissions de cuisine, des séries de rénovation, un documentaire sur des faits divers concernant des femmes qui craquent. J'ai marqué une pause, puis j'ai changé ce mot de passe aussi. Ensuite, il y a eu la banque. Je suis allée en personne, je suis entrée dans l'agence vêtue de mon plus beau chemisier, celui à petit imprimé lilas, et j'ai attendu patiemment dans la file. La caissière était polie, jeune,
peut-être 25 ans. Elle a souri quand je lui ai expliqué ce dont j'avais besoin. J'aimerais mettre fin à tout droit de visite conjoint, dis-je. Elle cligna des yeux. Avez-vous une procuration enregistrée? Oui, dis-je, et je suis là pour la révoquer. Quelques formulaires plus tard, c'était fait. Brian n'aurait plus accès à mon épargne, à mon compte courant ni à mon compte retraite. Les commandes Amazon de Tania, liées à ma carte de débit, seraient refusées. Tout comme l'abonnement à ce kit repas sophistiqué qu'elle adorait, celui qu'elle me laissait toujours déballer et ranger. La caissière me tendit les documents mis à jour. Quelque chose d'autre peut-on faire pour vous aujourd'hui? Je secouai la tête. J'en ai assez fait. Je sortis au soleil et ressentis quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Ni culpabilité, ni hésitation, quelque chose de plus léger, peut-être du soulagement. De retour à la maison, personne ne remarqua. Tania était dans le jardin, à faire défiler son téléphone pendant que les enfants criaient autour d'elle. Brian était dans le garage, à fouiller dans son vieux coffre à outils, probablement à la recherche d'un objet qu'il ne réparait pas. Je l'ai dépassé sans un mot. Dans la cuisine, je m'assis avec mon thé et rédigeai une liste. Tout ce que j'avais payé au fil des ans. L'assurance auto, les frais de scolarité, les courses, le loyer en gros, même s'il ne l'appelait jamais ainsi. J'ai souligné une phrase. Rien n'était gratuit. Tout me coûtait. J'ai scotché la liste sur le frigo. Au dîner, ils l'ont remarqué. Tania l'a lu en premier, fronçant les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Brian a regardé par-dessus son épaule, puis m'a regardé. Tu es fâchée pour quelque chose, maman? Non, ai-je dit. Je voulais juste clarifier. Il a ri nerveusement. D'accord, a-t-elle murmuré. Passive-agressive, en quelque sorte, mais elle n'a pas déchiré le mot. Pas encore. Elle savait qu'il valait mieux ne pas me tester quand je me taisais. Ce soir-là, vers 23 heures, le Wi-Fi a été coupé. Je l'ai entendu gémir à travers le mur. Géraldine, Internet est en panne. Je n'ai pas répondu. Une minute plus tard, Brian a frappé à ma porte. Maman, il y a un problème avec le routeur. Je sais, ai-je dit. Silence. Tu vas le réparer? Non, ai-je dit calmement. Ce n'est plus en service. Un instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dis-je doucement, que ce qui est à moi est à nouveau à moi. Puis j'éteignis la lumière. Ça commença par de petits changements d'ambiance. Tania claqua les placards plus fort. Brian s'attarda dans la cuisine comme s'il voulait demander quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Les enfants marchaient sur la pointe des pieds autour de moi, incertains. Personne ne dit rien de direct. Pas encore. Ils pensaient que c'était une phase, une mauvaise humeur. Ils ignoraient que j'avais annulé plus que le Wi-Fi. Le 3e jour, Tania m'a confronté à propos de la lessive. Je n'ai pas réussi à accéder au système de paiement en ligne des factures, dit-elle, debout dans le couloir en peignoir. Tu as changé l'identifiant? Oui, répondis-je. Elle attendit. Alors, tu peux me le donner? Non. Sa bouche s'ouvrit légèrement. Comment ça, non? Enfin, ce n'est plus ton problème. Elle ricana. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne répondis pas. Je passai devant elle. Un panier de serviettes pliées dans les bras. Les dernières que je ferais pour eux. Elle ne me suivit pas. Plus tard dans l'après-midi, Brian entra dans la cuisine, les mains dans les poches, comme il le faisait quand on le prenait à mentir à l'adolescence. Maman, on peut parler. J'épluchais des pommes pour une tarte. Pas pour elle, juste pour moi. J'écoute, dis-je. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. J'ai continué à éplucher. Comment ça? Il haussa les épaules. Enfin, le Wi-Fi est coupé. Les factures sont bloquées. Tu agis comme si je ne savais pas, comme si on était des inconnus. J'ai mis la peau de côté et j'ai pris une autre pomme. Je ne pense pas que je joue la comédie. Je crois que j'ai juste arrêté de faire semblant. Il se frotta le cou. Bon. Alors, quoi? Tu es en colère contre le truc du poulet ou le mot? Ou, qu'est-ce que Tania a dit? Je ne suis pas en colère, ai-je dit calmement. J'en ai fini. Avec quoi? J'ai levé les yeux vers lui. Avec le fait d'être la bonne, le portefeuille, le bruit de fond. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Bon, alors tu nous coupes la parole. J'ai posé le couteau doucement. Je reprends ma vie en main, Brian.
Tu en as eu 8 ans. Il a cligné des yeux. D'où ça vient? Est-ce à cause de papa? Cela m'a arrêté. Je l'ai regardé fixement. Ne mêle pas ton père à ça. Il aurait honte de la façon dont tu m'as traité. Brian a tressailli. Bien. Il fallait que je dise quelque chose. Plus tard dans la soirée, ils ont eu une conversation dans la chambre. J'ai entendu des voix étouffées. Tanya était en colère. Brian n'arrêtait pas de dire « Calme-toi ». À un moment, la porte s'est ouverte et elle est sortie en trombe, me frôlant dans le couloir. « Tu veux la guerre, Géraldine » a-t-elle sifflé. « D'accord. » Je suis retournée prendre mon thé. La guerre? J'avais déjà gagné. Le lendemain, elle a posté sur Facebook. Certains oublient ce que signifie la famille, mais Dieu voit tout. Je n'ai pas répondu. Brian a frappé à ma porte vers l'heure du dîner. Il faut qu'on parle, tous ensemble. Je les ai retrouvés dans le salon. Les enfants étaient chez les voisins. Tanya était assise, le dos raide. Brian faisait les 100 pas. Tu rends cette maison vraiment inconfortable, dit-il. C'est ma maison, répondis-je. D'accord. Et tu nous balances ça au visage maintenant, après tout ce qu'on a fait pour toi. J'inclinai la tête. Que as-tu fait pour moi, au juste? Il hésita. Tanya intervint. On est passé par là. On t'a soutenu. On t'a tenu compagnie. M'as-tu soutenu? Tu serais seule sinon? Dit-elle en croisant les bras. J'acquiesçai lentement. Oui, je serais seule, avec un respect discret et des éviers propres. Brian leva la main. Écoute, soyons raisonnables. J'ai été raisonnable pendant 8 ans. Il expira. Et alors? Tu veux qu'on parte? J'ai déjà commencé les démarches. Leurs visages changèrent alors. Une peur bleue. La mâchoire de Tanya se serra. Brian avait l'air d'avoir été giflé. Tu quoi? Demanda-t-il. Expulsion. Dis-je. 30 jours, 20 restants. Tanya se leva. Tu es folle. Non, je suis réveillée. J'ai quitté la pièce et fermé la porte derrière moi. Il pouvait s'emporter, posters, colporter des ragots. Peu importe, car la maison avait recommencé à m'appartenir. La lettre est arrivée un jeudi. Une simple enveloppe, scellée dans un coin. Je l'ai déposée soigneusement sur la table du couloir, là où je savais qu'il la verrait. Je ne me suis pas cachée, je n'ai pas attendu. J'ai juste préparé mon thé et me suis assise près de la fenêtre, regardant l'érable se balancer doucement dehors. Brian l'a trouvé en premier. J'ai entendu le déchirement de l'enveloppe, le frottement des papiers, une inspiration soudaine. « Maman !» a-t-il crié. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je n'ai pas bougé. Un instant plus tard, il était dans la cuisine, agitant le papier comme s'il était en feu. « Tu nous poursuis en justice. Tu as déposé une demande d'expulsion. » Je l'ai regardé. « Je t'avais prévenu. Tu ne nous as pas prévenus. Tu n'as pas dit que tu étais sérieuse. » Je n'ai pas pensé avoir besoin de le répéter. Il arpentait la cuisine comme un animal en cage. Où sommes-nous censés aller? 1. Tu crois qu'on a de l'argent pour le premier et le dernier mois de loyer qui traîne? J'ai levé ma tasse. Tu as eu 8 ans. Tanya est entrée, les cheveux tirés en arrière, la fureur au visage. Tu es sans cœur, a-t-elle craché, après tout ce qu'on a fait. Arrête, ai-je dit, calmement mais sèchement. Ne répète plus ça. Ne fais pas semblant d'avoir donné plus que pris. Elle a ouvert la bouche, mais je ne l'ai pas laissé parler. Tu vis chez moi, tu manges ma nourriture, tu consommes mon électricité. Tu me laisses le soin de nettoyer ton désordre, d'élever tes enfants, et tu n'as jamais dit « merci », pas une seule fois. Brian a détourné le regard. La mâchoire de Tanya s'est crispée. « Tu veux qu'on soit sans abri ?» a-t-elle sifflé. « Je veux que tu sortes de chez moi », ai-je dit. « Appelle ça comme tu veux. » Ils sont sortis en trombe de la pièce. Pendant un instant, le silence résonna comme une cloche. Plus tard dans la soirée, je trouvai un mot sur ma porte, griffonné à la hâte de la main de Tanya. « Tu le regretteras quand tu seras vieux et seul. » Je le lus, le pliai, le jetai. Ce week-end-là, ils arrêtèrent de faire semblant. Plus de bavardage forcé. Plus de politesse feinte. Ils m'évitaient dans le couloir. Ils ne rangeaient pas du tout. Laissaient la poubelle déborder. Ils montaient le son de la télévision le soir. Tanya utilisait accidentellement ma tasse à thé spéciale et la laissait dans l'évier. Fais-les. Je ne dis rien.
Je ne nettoyais rien. J'arrêtais de cuisiner, de plier, de ramasser les morceaux qu'ils avaient laissés derrière eux. Et pourtant, les jours passaient. 19, 18, 17. Ils pensaient pouvoir m'épuiser. Que s'ils se comportaient assez mal, je céderais. Je retournerais à la servante silencieuse dans le coin. Mais ils ne comprenaient pas. Une fois qu'une femme commence à se choisir, il n'y a plus de retour en arrière. Même pas pour sa famille. L'audience était fixée à 9 heures, division familiale. Je suis arrivée tôt, vêtue de ma belle veste de costume bleu marine, celle que j'avais conservée sous film plastique pour les mariages et les enterrements. J'avais l'impression de vivre les deux. Monsieur Lavigne m'a retrouvée à la sortie du tribunal. Il a examiné les documents une dernière fois, calme comme toujours. Ils n'ont pas formulé d'objection formelle, a-t-il dit. Mais ils arrivent. Soyez vous-même. Soyez honnête. C'est plus que suffisant. J'ai hoché la tête. À l'intérieur, la salle d'audience était simple. Des bancs en bois, des murs clairs, une légère odeur de café rassis et de papier. Je me suis assis à gauche. Brian et Tania sont entrés 5 minutes avant l'heure. Elle portait un blazer moulant et trop de parfum. Brian ne m'a pas regardé. La juge, une femme aux cheveux gris acier et à la voix de verre propre, a appelé l'affaire. Géraldine Matthews contre Brian et Tania Matthews. Requête en expulsion. Nous nous sommes levés, nous nous sommes présentés, puis nous sommes rassis. Madame Matthews, a dit le juge, vous cherchez à expulser votre fils et sa famille d'une propriété que vous possédez exclusivement à votre nom. Est-ce exact? Oui, votre honneur. Pour quel motif? Ils vivent chez moi depuis plus de 8 ans sans payer de loyer, sans participer aux dépenses ni respecter le règlement intérieur. Je les ai hébergés comme une famille. Cet arrangement est terminé. Elle hocha la tête. Ont-ils un bail? Non. Ont-ils payé des charges ou apporté une contribution financière quelconque? Non, madame. Brian remua sur son siège. Tania marmonna quelque chose dans sa barbe. Le juge les regarda. Contestez-vous les faits? Brian s'éclaircit la gorge. Votre honneur, nous sommes une famille. Cela ne devrait pas être une affaire judiciaire. Nous vivons là depuis des années. Ma mère n'a jamais dit qu'elle voulait que nous partions. Jusqu'à récemment. Le juge haussa un sourcil. Vous pensiez avoir des droits permanents sur sa propriété? Non. Enfin, nous pensions avoir le temps. Nous avons 2 enfants. Nous ne nous y attendions pas. Tania intervint. Elle est vindicative. Nous sommes tous adultes, certes, mais elle est quand même leur grand-mère. Cela ne compte-t-il pas? Le juge me regarda. Pourquoi maintenant? Je ne les regardais pas. J'ai regardé le juge et j'ai parlé franchement. Parce que j'avais arrêté de prendre mon épuisement pour de l'amour. J'avais arrêté d'accepter le manque de respect en échange du silence. J'ai donné tout ce que j'ai pu. Temps, argent, attention, et cela n'a fait qu'aggraver leur situation. Je ne voulais pas ça, mais je ne serais pas effacé chez moi. Le silence régnait dans la salle d'audience. Même Tania ne parlait pas. Le juge s'est tourné vers Monsieur Lavigne. Tous les documents sont en règle. Oui, votre honneur. Elle a hoché la tête fermement. Jugement accordé. Requête approuvée. Les défendeurs ont 10 jours ouvrables pour quitter les lieux. S'ils ne le font pas, une procédure d'expulsion assistée par le shérif suivra. Son coup de massue a frappé une fois, net, définitif. Tania a halté. Brian fixait le bureau. Je me suis levé lentement, les mains fermes. Dehors, ils m'ont suivi jusqu'au parking. Tu l'as vraiment fait, a dit Brian à voix basse. Tu l'as vraiment fait. Je l'ai fait. Nous sommes ta famille, maman. Je suis au courant. Tania a croisé les bras. Tu le regretteras quand tu seras vieille et seule. Je la regardai dans les yeux. Je suis vieille depuis un moment, Tania. Mais je n'étais pas seule. Jusqu'à ce que tu emménages.
Ils ne m'ont pas suivi jusqu'à la voiture. Je suis rentré chez moi en silence. Pas de musique, pas de radio, juste le bruit du moteur et du vent. En tournant dans ma rue, j'ai vu l'érable devant la maison, celui qu'Harold avait planté après la naissance de Brian, se balançant doucement dans la brise de l'après-midi. La maison se tenait là, attendant, et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression qu'elle m'attendait. Le camion de déménagement est arrivé à 8h42. C'était un de ces camions de location, la peinture s'écaillait sur le côté, le moteur toussait en reculant dans mon allée. Je me tenais près de la fenêtre de la cuisine, une tasse à la main, les regardant empiler des choses à l'arrière. Des cartons, des paniers à linge, 2 vélos aux roues tordues. Tania aboyait des ordres tout en consultant son téléphone. Brian transportait les choses une à une, lentement, comme si s'il avançait assez lentement, l'horloge risquait de reculer. Personne n'a frappé à ma porte. Personne n'a demandé de l'aide ou du scotch. C'était mieux ainsi. J'avais déjà fait le ménage dans le couloir. J'avais déplacé mes affaires, le peu que j'avais. De retour dans la chambre que j'avais abandonnée 8 ans plus tôt. Le lit de camp de la salle à manger était plié et couvert, attendant d'être envoyé à Godwill. J'avais passé l'aspirateur ce matin-là. Pas pour eux, pour moi. Vers 10 heures, j'ai entendu des pas s'approcher de la cuisine. Brian se tenait sur le seuil, les bras croisés. Il paraissait plus petit, non pas en taille, mais en stature, comme si le poids des conséquences l'avait enfin envahi. « On sera parti à midi », a-t-il dit. J'ai hoché la tête. « Tu es sûr que c'est ce que tu veux ?» J'ai croisé son regard. « C'est ce dont j'ai besoin. » Il a déplacé son poids. Les enfants ne comprennent pas. Ils comprendront, ai-je dit doucement. Un jour, il a hoché la tête, la mâchoire serrée. Tu ne diras même pas au revoir. Je t'ai dit au revoir, Brian, plus de fois que tu ne l'as remarqué. Chaque soir, je rentrais du travail et tu ne me demandais pas comment j'allais. Chaque fois que je préparais le dîner et que je mangeais seul. Chaque anniversaire que tu oubliais. Chaque gentillesse que tu traitais comme un service dû. Il détourna le regard. Je ne suis pas en colère, ajoutai-je. Je ne disparaîtrai plus pour toi. Il partit sans un mot. À 23h30, le silence était revenu dans la maison. La portière du camion claqua. J'entendis Tania crier à Ava d'attacher sa ceinture. Le moteur démarra, puis s'arrêta. Puis on frappa à la porte. J'ouvris la porte. Ava se tenait là, ma petite fille aînée, 10 ans maintenant, les cheveux tressés comme je lui faisais avant l'école. Elle leva les yeux vers moi, l'air incertain. Grand-mère. Oui, ma puce. Je peux avoir un câlin? Ma gorge se serra. Je sortis sur le porche et la pris dans mes bras. Où vas-tu? Demandai-je doucement. Elle haussa les épaules. Maman a dit qu'on logeait chez une amie, mais que c'était une petite maison. Je m'agenouillai à sa hauteur. Ce ne sera pas toujours comme ça, mais tout ira bien. Tu es forte et intelligente. Et tu te souviendras de la gentillesse. Elle hocha lentement la tête. Te reverrai-je encore? Je souris. C'est à tes parents de décider. Mais je serai là. C'est toujours chez moi. Elle me serra de nouveau dans ses bras, plus fort cette fois. Puis elle dévala les marches en courant jusqu'à la voiture. Tania ne me regarda pas. Brian ne me fit pas signe de la main. La voiture démarra. Le camion suivit. Et puis la rue redevint silencieuse. Je rentrai. Fermai la porte. Écoutez le silence. Ce n'était pas vide. C'était propre. Je m'assis au bord de mon lit récupéré et regardai la pièce. Ma chambre. Ma couette sur le lit, ma photo d'Harold sur la table de nuit, mon odeur dans l'air, pas celle de l'huile de friture ni celle d'un autre. Je n'avais pas gagné une guerre. J'étais rentré. Et personne ne me l'enlèverait plus. La maison craquait différemment maintenant.
Ni à cause des pas au-dessus de ma tête, ni à cause de la télévision qui hurlait dans le salon. Pas à cause du scooter de Mason qui cognait contre les plinthes, ni des talons de Tania sur le carrelage. Ça craquait comme du vieux bois qui respire enfin, comme des murs qui pourraient se calmer sans l'attention de trop de voix. Cet après-midi-là, j'ai erré de pièce en pièce, non pas avec une liste de choses à faire, mais avec curiosité, comme si je revoyais ma propre maison pour la première fois depuis des années. Le couloir sentait légèrement le citron, comme avant quand j'avais le temps de faire le ménage le dimanche. Leurs affaires avaient disparu. Plus de jouets dans les coins, plus de vestes jetées sur les chaises. Même l'odeur avait changé. L'air était plus léger. Dans le salon, j'ai trouvé quelques miettes sous les coussins du canapé, une petite voiture à moitié cassée et un sac de chips vide. Je les ai ramassés calmement, comme pour clore un chapitre avec mes mains. Pas de colère, juste le silence. Le réfrigérateur était presque vide. Je n'avais pas fait de vraies courses depuis des semaines. Trop absorbé par les documents, les étapes, les décisions. J'ai ouvert la porte et j'ai fait une liste à voix haute, rien que pour moi. Lait, pas de flocons d'avoine. Du vrai lait cette fois. Des pommes. Peut-être un peu de beurre de cacahuète. J'ai ri doucement. Cela sonnait étrange dans le silence. La salle à manger était vide maintenant. Le lit de camp plié, les étagères de fortune démontées. Debout au centre, je me souvenais des nuits où j'étais allongée là, à écouter Tania murmurer des plaintes dans son téléphone. Des matins où je m'étais réveillée avant l'aube pour préparer des déjeuners qui n'avaient pas été remerciés. Je ne regrettais rien, mais je ne le répéterai pas. L'évier de la cuisine brillait. Je l'avais récuré après leur départ, non par habitude, mais par rituel. J'ai astiqué le robinet, remis les bons torchons sur leurs crochets, ceux que je gardais dans le tiroir parce que Tania les trouvait trop démodés. Tout était démodé maintenant. Le rythme, le calme, la dignité. Ce soir-là, je me suis assis sur la véranda avec une tasse de thé à la menthe, dans le même rocking chair qu'Harold avait l'habitude de revendiquer comme sien. L'air était frais, parfumé de printemps. De l'autre côté de la rue, la lumière du Porsche du voisin clignotait. La voiture de Loretta n'était pas dans l'allée, probablement chez sa fille. Je lui raconterai tout plus tard. Pas maintenant. Maintenant, c'était juste pour moi. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté. Non pas les voix, mais leur absence. Pas de dessins animés à tue-tête. Pas de piétinement. Pas de soupirs derrière les portes. Juste le vent dans les branches d'érable. Des oiseaux au loin. L'aboiement occasionnel du chien de quelqu'un à 2 rues de là. C'était presque trop calme. Mais presque. Quand le ciel s'est assombri, je suis rentrée. J'ai allumé une lampe du salon et j'ai sorti la vieille courtepointe que j'avais confectionnée en 1995. Des carreaux bleus et jaunes, délavés, mais chaleureux. Je me suis blottie dans un coin du canapé, mon canapé, et j'ai laissé mes épaules se détendre complètement pour la première fois depuis des mois. Personne ne m'a demandé de bouger. Personne ne m'a rappelé la télécommande. Je n'ai pas allumé la télévision. Je n'avais pas besoin de bruit. J'ai ouvert le livre que j'avais laissé sur la table basse des semaines auparavant, celui que je n'avais jamais eu le temps de lire, et je l'ai lu jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Mes yeux me brûlaient, non pas de fatigue, mais de ce sentiment inhabituel d'être inutile, et ce n'était pas douloureux. C'était sacré. Avant de me coucher, j'ai fait un dernier tour dans la maison, vérifié les fenêtres, éteint les lumières, sans rien écouter. Je me suis arrêtée devant le miroir de l'entrée. J'ai regardé la femme qui me regardait. Elle n'avait pas l'air triomphante. Elle a regardé, est revenue à elle-même, à son espace, à son nom, Géraldine. Pas maman. Pas, pourrais-tu, juste Géraldine. Et elle me suffisait. La lettre est arrivée un mercredi. Une vraie lettre. Papier, enveloppe, écriture manuscrite. Ni une facture, ni un prospectus. Je n'avais pas vu mon nom écrit à la plume depuis longtemps.
Tante Géraldine, en douce écriture bleue. Je l'ai apporté à l'intérieur comme un objet fragile. Je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai mis la bouilloire en marche et je l'ai ouverte avec précaution. Chère tante Géraldine, j'espère que tu vas bien. J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. Maman a dit qu'elle avait vu le message de Tania en ligne, et j'ai réalisé que je ne t'avais pas contacté depuis bien trop longtemps. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je te connais et je sais que tu n'agis pas sans raison. Je t'écris pour te demander quelque chose, mais seulement si ça te semble juste. Je termine mes études d'infirmière le mois prochain et je cherche un endroit tranquille où loger pendant que je prépare mes examens et que je réfléchis à la suite. Accepterais-tu de m'héberger un moment? Je peux payer le loyer, aider à la maison, cuisiner, tout ce dont tu as besoin. Surtout, je veux être près de quelqu'un avec qui je me sens comme à la maison. J'aime Mel. Je l'ai lu 3 fois. Mel Mélissa, la fille de ma sœur. Je ne l'avais pas vue depuis 2 ans. Pas depuis l'enterrement de sa mère. Elle était devenue silencieuse depuis, mais pas froide. Je me souvenais d'elle enfant, toujours à l'affût, toujours à réfléchir. Elle m'aidait à faire des cookies, à me poser des questions profondes sur la vie tout en mélangeant la pâte. Je disais qu'elle avait une vieille âme. Peut-être juste une âme bienveillante. J'ai siroté mon thé et j'ai laissé l'idée se poser. La maison ne me semblait pas solitaire. Elle me semblait mienne. Mais il y avait de la place, largement suffisante. Et peut-être qu'il ne s'agissait pas de la remplir. Peut-être qu'il s'agissait de la partager avec quelqu'un qui ne chercherait pas à la réclamer. Plus tard dans l'après-midi, je l'ai appelée. Elle a décroché après 2 sonneries. Salut, tante Géry. Salut, ma puce. J'ai reçu ta lettre. Elle avait l'air nerveuse. Ouais, je n'étais pas sûre que tu sois la bienvenue, ai-je dit. Tu l'étais toujours. Silence au bout du fil, puis un petit soupir sincère. Je peux t'aider pour les courses, dit-elle rapidement. Et faire le ménage, et je resterai hors de ton chemin. Tu n'as pas besoin de te vendre à moi, Mel. Vas-y, viens. Ça suffit, souffla-t-elle. Bon, je viendrai ce week-end si tu veux. Ça l'est. Après avoir raccroché, je suis restée dans le couloir et j'ai regardé autour de moi, non pas avec appréhension, mais avec empressement. Je suis allée dans la chambre d'amis, celle où Tania et Brian se disputaient, et j'ai ouvert les fenêtres, laissé l'air circuler, lavé les draps, épousseté la bibliothèque. J'ai trouvé une vieille lampe dans le garage, avec un pied fleuri qui, selon Mélissa, semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Je l'ai nettoyée et placée près du lit. Une fois terminée, je me suis postée sur le seuil et j'ai contemplé l'espace. Ça ne ressemblait pas à une convalescence. C'était plutôt un moment de bienvenue. Ce soir-là, j'ai cuisiné quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Du poulet et des raviolis rien que pour moi, mais j'en ai fait assez pour 2. La recette était dans ma tête, héritée de ma propre mère, qui fredonnait en remuant. Je ne fredonnais pas, mais je m'en souvenais. Pendant que le ragoût mijotait, j'ai mis la table pour 2. Personne n'était encore venu, mais je ne me sentais pas ridicule. Je me sentais prête. Le matin, j'avais fouillé les placards, trouvé de vieilles serviettes, disposé des cintres supplémentaires. Il y avait de la joie. Ni urgence, ni servitude. De la joie. Parce que cette fois, personne ne prenait rien. Et ce qui était donné serait choisi. Mélissa est arrivée juste avant midi le samedi. Elle conduisait une vieille berline au pare-choc cabossé, et tout ce qu'elle possédait était emballé dans 3 cartons, dans un sac de sport. Pas de drame, pas de voix forte, juste le bruit du gravier sous les pneus et un léger coup à ma porte. Je l'ouvris et elle se tenait là, plus grande que dans mes souvenirs, plus mince, le regard fatigué, mais le même sourire doux. Tante Géry. Mélissa. Nous nous sommes enlacés sur le porche. Pas de larmes, juste de la chaleur. À l'intérieur, elle traversa lentement la maison, l'admirant. Elle ne dit pas grand-chose,
se contentant de regarder le salon fraîchement nettoyé, la cuisine avec son bourdonnement discret. La chambre d'amis maintenant la sienne. Elle passa la main sur la courte pointe que j'avais préparée, celle que ma mère avait confectionnée dans les années 70. Elle est magnifique, dit-elle. Je haussai les épaules. Juste du vieux tissu. Elle me regarda. Tu l'as gardée. Je garde l'essentiel. Ce soir-là, nous dînâmes à table. 2 assiettes, 2 tasses, pas de télévision à fond, pas de dispute dans le couloir, juste 2 femmes, des générations différentes mangeant en paix. Elle demanda des nouvelles d'Harold. Je lui racontais des histoires. Elle riait de celle du raton laveur dans le garage et de la façon dont il essayait de le chasser avec un balai, en jurant comme un charretier. Elle m'a posé des questions sur sa mère. Je lui ai dit la vérité, pas la version apprêtée, son entêtement, sa loyauté, sa façon de toujours couper la croûte de ses tartines, même à 40 ans. Elle me manque, a dit Mélissa doucement. Moi aussi. Plus tard, on a fait la vaisselle ensemble. Personne ne lui a rien demandé. C'est arrivé comme ça. Les jours suivants, elle s'est installée comme quelqu'un de respectable, avec de l'espace, du rythme, du silence. Elle cuisinait 1 fois par semaine, aidait dans le jardin, proposait de sortir les poubelles sans qu'on lui demande, pas pour gagner sa vie. Juste parce qu'elle voyait le travail. Un matin, j'ai trouvé un post-it sur le frigo. Ne touche pas aux courses. Je l'ai fait cette semaine. Assieds-toi. Tu l'as bien mérité. J'ai ri, je l'ai décollé et je l'ai rangé dans mon tiroir. Ce n'était pas parfait. Elle avait ses propres stress. Des nuits blanches avec les manuels, des heures passées devant son ordinateur portable à l'échéance des remboursements de prêts. Mais on partageait l'espace comme des femmes adultes. Personne n'avait de dette. Personne ne mendiait. Juste 2 personnes vivant côte à côte, choisissant de prendre soin de moi sans se laisser abattre. Un après-midi, je l'ai surprise à me fixer pendant que je pliais des serviettes. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Je n'arrête pas de penser à la différence que ça doit faire maintenant, de ne plus avoir à le faire. Je ne sais pas. Tout porteur. J'ai hoché la tête. J'ai l'impression de respirer dans une pièce autrefois enfumée. Elle est restée silencieuse un moment. Puis, tu le regrettes. L'expulsion. Non, même pas un peu. J'ai regardé par la fenêtre. L'érable était à nouveau plein. De nouvelles feuilles, la lumière du soleil coincée entre elles comme un filet d'or. J'ai pensé à Brian enfant. Ses petites mains, son amour des puzzles, la façon dont il posait sa tête sur ma poitrine quand il était malade. Je regrette d'avoir dû le faire, ai-je dit. Mais pas de l'avoir fait. Elle a hoché la tête lentement. Plus tard dans la semaine, elle m'a aidé à mettre de nouvelles fleurs dans le jardin. Des marigolds comme celles que j'avais en 1992. Elle nous a apporté des gants à tous les 2. Nous nous sommes agenouillés côte à côte pour planter, tapotant soigneusement la terre. « Tu as déjà pensé à tout écrire ?» demanda-t-elle en époussetant ses manches. « Pourquoi faire ? Les gens ont besoin d'entendre des histoires comme la tienne. Des vraies. Pas seulement des histoires de vengeance ou des fins tristes. Des histoires qui ont du cran, qui font des choix. » J'ai souri. Peut-être, mais les histoires comme la mienne ne crient pas. Elles sont silencieuses dans les cuisines, dans les rocking chairs, en silence. Avant, c'était du bruit. Elle s'est levée, a épousseté son jean. Pourtant, je pense que tu devrais la raconter. Ou je le ferai. J'ai ri. Alors assure-toi de bien sentir l'odeur du poulet frit. Maintenant, la maison est à nouveau stable. Mélissa a réussi ses examens. Elle emménagera dans son propre appartement le mois prochain. Non pas parce que je le lui ai demandé, parce qu'elle est prête. Mais elle dit qu'elle viendra le dimanche. Elle veut perpétuer le rituel du thé. Je la crois.
Parfois, je m'assois sur le porche et je repense à tout ce qui s'est passé, aux années que j'ai données, à la voix que j'ai failli perdre. La nuit où je me suis retrouvée dans le garage, les mains dans l'eau froide, et où j'ai décidé que je ne serais plus invisible. Et je suis contente de m'être choisie. Si vous lisez ceci, c'est peut-être que vous êtes dans votre propre couloir. Peut-être que votre voix est restée silencieuse trop longtemps. Peut-être qu'on vous a pris pour un meuble dans votre propre vie. Laissez-moi vous le dire clairement. Il n'est pas trop tard. Vous n'êtes pas trop vieux. Vous n'en demandez pas trop. Vous pouvez revenir en arrière. Votre chambre, votre nom, votre place à table. Commencez par un nom, une signature ou une vérité prononcée à voix haute. Le reste suivra. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la. Laissez un commentaire. Aidez quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Nous ne sommes pas invisibles. Nous ne faisons que commencer.